prescrit pas. Et je mène ma recherche dans un laboratoire qui est connu principalement pour bosser sur les maladies rénales chroniques acquises. Et donc, c'est bien de pouvoir interagir avec des gens qui voient et qui diagnostiquent des patients qui ont une polycystose rénale. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail très collaboratif. Il était principalement fait par Madame Mazoui, qui était étudiante en thèse et qui est maintenant chef de clinique en néphrologie à Montpellier. Et puis, une série de collaborateurs. Elle a été financée par la Fondation Durlac via la FRM, et puis le projet a été soutenu par l'ANR. Et il est fait dans le laboratoire de Fabiola Terzi. Alors, on n'en a pas vu encore vraiment. Ça, c'est un tubule rénal, et ce que vous voyez ici, c'est des cibles primaires, des cellules tubulaires. Et les polycystites sont localisées dans le site primaire. Et il y a un peu plus de 10 ans, l'équipe de Stéphane Sommelet faisait une observation assez dingue. Bien sûr, quand on est inactif PKD1 à l'âge adulte, de façon biallée dans le tubule de souris, on a une maladie kystique. Mais si en même temps, on induit une perte du site primaire, on prévient complètement la formation des kystes. Donc chez la souris, on règle le problème de la polykystose rénale. La question, c'est de savoir pourquoi on fait des kystes et pourquoi le site primaire ordonne aux cellules tubulaires de se dilater. Alors, si on prend la physiopathologie, les patients sont hétérozygotes, et il y a un événement, la plupart du temps une mutation somatique, qui va induire une perte d'expression du complexe polycystine 1, polycystine 2. Les cellules vont se mettre à croître, on met des clusters, et puis à un moment, les cellules vont acquérir la capacité de déformer le tubule, puis les tubules vont s'expandre pour former des kystes. On sait que la prolifération joue un rôle très important et précoce. Il y a plein d'anomalies cellulaires qui sont décrites à un stade un peu plus tardif. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est ça. Comment est-ce qu'on passe d'un tubule droit à un tubule dilaté? On sait que le site primaire, comme je l'ai dit, est nécessaire. On sait maintenant, avec une autre publication de l'équipe de Stéphane Sommelet, qu'en dessous du site primaire, il faut un facteur de transcription qui s'appelle GLIS2. On ne sait pas bien comment ça marche. On sait qu'il faut de la prolifération pour passer d'une cellule à un kyste, il n'y a pas de doute. Mais on sait aussi qu'il y a plein de modèles où la prolifération cellulaire, il y en a tout le temps. Enfin, il y a plein de situations où il y a beaucoup de prolifération et il ne se passe pas de kyste. Et puis, on a longtemps cru qu'il y avait des défauts d'organisation des cellules qui étaient des défauts de ce qu'on appelle la polarité planaire, d'organisation des cellules les unes par rapport aux autres. C'est vrai, mais on sait que maintenant, ce n'est pas suffisant pour dilater. Et donc, on s'est posé la question, je vais vous commenter ça. On a utilisé des souris, on a induit une perte biallénique de PKD1 chez les souris adolescentes, on les a regardées au tout début de la vie adulte, à 8 semaines. Et vous ne voyez pas, mais si vous voyez que le point important, c'est qu'elles ont une toute petite dilatation tubulaire, ces souris. Et que ça, c'est prévenu dans les souris qui ont une mutation de PKD1, mais qui n'ont pas de cycle primaire. Et comme on s'y attend, ça c'est le tubule proximal, la surface augmente en vert, et c'est prévenu par l'ablation du cil. La surface du canal collecteur augmente en vert, et c'est prévenu en violet par l'ablation du cil. La surprise qu'on a eue, c'est quand on a regardé la prolifération. On pense que la prolifération est le truc qu'on détecte le plus rapidement dans la polykystose rénale. Effectivement, on la détecte très bien, mais on la voyait, alors ça c'est un marquage KI67, qui marque les cellules en cycle, on la voyait très bien dans le tubule proximal, et c'était prévu par l'ablation du cycle primaire, mais on ne la voit pas de façon très robuste dans le canal collecteur. On était incapable de montrer une augmentation de la prolifération des cellules du canal collecteur. Et si on y réfléchit 2 secondes, si le tubule s'expand, mais que les cellules ne prolifèrent pas, ce qui se passe, c'est qu'il va tirer sur les cellules. En fait, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est des canaux collecteurs marqués par la coporine 2. On a mesuré de façon un peu fastidieuse la distance qui sépare 2 cellules adjacentes. Et quand on fait ça sur beaucoup de tubules et de cellules, on voit que dans le tubule proximal, il n'y a rien de significatif à part chez une souris. Chaque point est une souris ici. Mais dans le canal collecteur et dans le tubule distal d'ailleurs, on a une augmentation de l'étirement des cellules qui est prévue complètement par l'ablation du cil. Alors là, il nous amène, donc après, ça c'est ce qu'on voit très précocement à 8 semaines. Le tubule proximal prolifère, le canal collecteur se distend. Plus tard, les deux événements sont mélangés dans les différents segments tubulaires. Mais, a priori, on peut les dissocier au moins précocement en fonction du temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait la forme d'un tubule? J'étais surpris d'apprendre, en creusant un peu, qu'un tubule en section, ça ressemble un peu à un fruit de la passion en termes de mécanique. C'est-à-dire que ce qui fait la forme et les propriétés mécaniques du fruit de la passion, ce sont l'écorce. Et pour le tubule, c'est son écorce, c'est-à-dire la membrane basale tubulaire. Et on a parlé d'Alport, la membrane basale tubulaire est composée de réseaux résistifs, qui sont les réseaux les plus proches de la cellule, qui sont les réseaux de gliadine. Un peu plus loin, vous avez les réseaux de collagène 4. Et puis ça confère de la rigidité. Et en parallèle, vous avez des protéines qui sont riches en sucre, en glucosaminoglycane, qui vont permettre de lier l'eau, d'hydrater les membranes et de les rendre plus souples. Et donc, on a regardé comment évoluait la membrane basale à ce stade précoce dans les souris. C'est Marie-Christine Verton qui a fait ça à Tenon en microscopie électronique, des techniques à l'ancienne, des années 70. Et on a eu la surprise de voir, ça c'est connu, que la membrane basale du tubule proximal est plus épaisse que celle du canal collecteur.
Et ce qu'on a eu la surprise de voir, c'est que dans les souris PKD1 inactives pour PKD1, dans les tubules inactifs pour PKD1, la membrane basale s'amincit, et s'amincit de façon très spectaculaire. Pour le canal collector, c'est quantifié ici. Vous voyez donc les wild type, les canaux collecteurs des souris inactivées pour le PKD1 et le KO. Quand on enlève le cil, on rétablit un phénotype normal. Donc la membrane basale s'affine très précocement dans le canal collector où il se distend avant même qu'on puisse détecter de la prolifération. Alors pour essayer un petit peu d'aborder la mécanistique de façon un peu indirecte, avec l'aide de Lydie Cheval et de Gilles Cromer au Cordelier, on a disséqué manuellement des tubules proximaux, des canaux collecteurs issus de nos souris, et on les a passés en séquençage des ARN, en bulk, c'est-à-dire toutes les cellules en même temps. Et on a pu montrer, en faisant des analyses d'enrichissement de signatures géniques, pour trouver bien une signature de prolifération dans le tubule proximal, très significatif, mais pas du tout d'enrichissement dans le canal collecteur. Par contre, ce qu'on a pu mettre en évidence dans ces analyses, c'est qu'on avait une série de gènes, donc c'est les canaux collecteurs, c'est une échelle de couleurs qui vous montre l'expression des gènes, en bleu il y en a peu, en rouge il y en a beaucoup plus. Il y a une série de gènes qui étaient spécifiquement induits dans les canaux collecteurs des souris PKD1 KO, mais pas dans les proximaux. Et ces groupes de gènes nous intéressaient particulièrement parce qu'ils pouvaient rendre compte de modifications de la basale. Il y avait des protéases qui peuvent digérer la matrice extracellulaire. Il y avait des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des éparanes sulfates et des chondroïtines sulfates, qui sont des molécules qui vont hydrater la basale et la rendre plus. Et puis, il y avait une grosse série de gènes qui sont impliqués dans des interactions entre le cytosquelette des cellules et des membranes basales, les intégrines, et puis dans la dynamique du cytosquelette, susceptible de rendre compte de modifications des forces de traction sur la membrane basale. Donc, une signature, et là on avait une signature, on a une série de gènes, c'est une signature, on n'y peut rien. Et donc, quand on a une signature, ce qu'on a bien, c'est la confronter à ce qui existe. Et on a la chance de vivre à une époque où d'autres gens ont déjà profilé le transcriptome de cellules uniques de reins humains, contrôle ou kystiques, enlevés de patients qui étaient gênés par leur rein qu'on devait transplanter, donc à un stade tardif. Et donc, c'est publié, c'est l'équipe de Ben Humphrey qui a fait ça. Avec l'aide de Camille Cohen, on a regardé l'expression de nos gènes d'intérêt. Vous voyez alors ça, c'est des représentations de résultats de single cell RNA. Cette petite cluster là, c'est des populations de cellules différentes. Chaque point est une cellule, et vous avez l'expression, le niveau d'expression, par exemple, d'une protéase et d'ALTS1. Et vous voyez, quand on regarde, elle est induite dans les cellules tubulaires, mais pas que dans les cellules tubulaires d'ailleurs. Et vous voyez ici toute la signature qui est induite dans tous les segments tubulaires qu'on a pu analyser dans ce jeu de données. Donc, la signature qu'on voit précocement chez la souris, on la retrouve au moins tardivement dans les cellules de patients chez l'homme. Alors, est-ce que ce remodelage de la basale et ces altérations du transcriptome peuvent être corrélées à des modifications de la dynamique, enfin de la mécanique du tubule? Et pour ça, on a utilisé une vieille technique que Pascal Lié maîtrise encore, qui est la technique du tubule isolé perfusé, qu'on dissèque cette fois-ci sans protéase pour avoir la membrane basale intacte. Ce qui veut dire qu'il m'a dit qu'il fallait à peu près 1 an pour me former pour apprendre la dissection du canal collecteur, ce que je ne ferai probablement pas. Et en fait, on utilise le montage classique que font les physiologistes, sauf qu'on obstrue le tubule d'un côté, on peut maintenant faire varier la pression dans le tubule et faire des courbes de compliance, diamètre, pression. Alors, on a marqué la basale, il y a un biomicroscope qui a été couplé à ça, donc on a marqué la basale par une molécule fluorescente et puis on augmente la pression. Et ce que vous voyez ici sont des canaux collecteurs isolés de souris de 8 semaines, où ils commencent à se distendre. On a la surprise de voir, c'est que dès qu'on les mettait en pression, même celui-là, alors ça c'est le diamètre, et ça c'est le niveau de pression. Et dès qu'on les met en pression, même celui-là qui a un diamètre à peu près normal à la base, on a une augmentation assez brutale du diamètre, et puis après, ce diamètre stagne pour les autres niveaux de pression, et c'est très significatif. Enfin, c'est significatif. La question, ce n'est pas très convaincant, parce que si vous imaginez que vous soufflez dans un gros tubule, enfin, vous allez le dilater, et ça veut juste dire qu'il est gros, c'est de la géométrie. Et donc, pour essayer pour essayer de se convaincre un peu plus que c'est quelque chose de relevant, enfin de pertinent, on a regardé le tubule proximal. Au même moment, le tubule proximal est plus gros aussi. À ce moment-là, mais ça prolifère, il n'y a pas de distension, il n'y a pas d'amincissement très marqué de la basale, il y a moins d'amincissement de la basale. Et dans ces tubules-là, on ne voit pas du tout, ils sont plus gros, mais on ne voit pas d'augmentation brutale de la relation, enfin du diamètre, quand on gonfle ces tubules avec un peu plus de pression. Par contre, si on prend des souris à 12 semaines, au moment où le tube proximal commence à se distendre, et qu'on fait la même manip, ça se voit d'ailleurs à ces nettement là, quand vous passez environ 20 à
de l'ordre de 30 cm d'eau, vous voyez tout d'un coup le tubule PKD1 qui se met à gonfler brutalement, ce que vous voyez bien ici par rapport au contrôle. Donc, on a une augmentation brutale de la pression. Vous avez ici le rapport, la pente diamètre-pression qui augmente pour cet incrément de niveau de pression entre 20 et 30 cm. Donc, ça veut dire que le remontage de la basale s'associe à une altération de la mécanique du tubule. Quand on souffle dedans, on augmente sa pression, augmente brutalement en taille. Ce que ça veut dire, je ne sais pas, ce n'est pas de la compliance pure, ce n'est pas que la membrane est plus étirable sur tout le range de pression, c'est juste un seuil de pression particulier, mais ça paraît intéressant ou significatif. Alors, maintenant, est-ce que la membrane basale a une importance, ou la rigidité de la matrice a une importance pour la histogénèse? Pour répondre à cette question, Sylvie est là, et son étudiant en thèse, Briggs ont utilisé un modèle de tubule sur puce. En fait, ce que vous voyez ici, c'est des matrices de collagène 1 dans lesquelles on a percé avec des filaments de tungstène, des petits tuyaux, qui font à peu près la taille d'un tubule. Et on les a ensemencés avec des cellules tubulaires rénales, de souris en l'occurrence, des IMCD. Et là, c'est une matrice relativement rigide. Et quand on les met, quand on attend, les cellules du contrôle ne se dilatent pas. Et des cellules qui ont été inactivées, donc sur lesquelles on a inactivé PKD1, elles ne se dilatent pas non plus, avec une matrice rigide. Mais si on baisse la concentration de collagène dans la matrice, pour la rendre plus souple, eh bien, on se rend compte que là, les cellules PKD1 KO acquièrent la capacité à dilater la matrice de façon excessive. Et ça, c'est vrai pour ce clone-là, c'est vrai pour ce clone-là, c'est vrai pour ce clone-là. Donc, on l'a montré dans 3 clones différents. Ce sont des clones. On pourrait toujours avoir quand on établit un clone, il peut agir parce que c'est un clone un peu bizarrement par rapport à ses camarades. Donc là, on a à peu près la preuve que c'est bien une activation de PKD1 qui est responsable de ce motif. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau de la prolifération, alors vous voyez que le tubule contrôle, les cellules prolifèrent et pendant qu'elles desquament beaucoup, et ça a tendance à remplir les tubules. Et ce que vous voyez, c'est les cellules KO, mais il n'y a pas du tout vous avez très peu de prolifération. Les cellules sont beaucoup plus plates, ce qu'on voit d'ailleurs sur les pistes de patients, et elles sont un peu plus écartées, et donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'augmentation de la prolifération dans les cellules PKD1 ici, et il y a bien une augmentation de la distance internucléaire qui témoigne du fait que les cellules s'écartent. Et qu'on pousse les unes sur les autres, on n'est pas sûr de ça. Est-ce qu'on peut faire la même chose in vivo? Pas vraiment, mais on a essayé. En fait, vous savez que les réseaux de collagène 4 sont renforcés par des liaisons covalentes qui sont faites par des enzymes qui cross-link, qui font des liaisons covalentes entre les fils de collagène. Et en particulier, la peroxydazine médine cette liaison covalente entre les domaines non collagéniques du collagène 4. Et en fait, les souris peroxydazine moins, elles ont un tout à fait normal. Et par contre, on a montré, enfin pas nous, mais d'autres ont montré que lorsqu'on tirait sur un tubule proximal, il était plus facile de le distendre. Donc on a utilisé ces souris peroxydazine KO qui nous ont été données par Miklos Geist à Budapest. Et vous ne voyez pas très bien les images, mais ce que vous voyez, alors, les femelles sont un peu moins graves que les mâles. Vous voyez, donc elles sont toutes PKD1 KO, ces souris. Celles-ci sont peroxydazine wild type, femelle, mâle, et celles-ci sont peroxydazine KO. Et l'augmentation de la distensibilité du tubule n'est pas énorme, ce qui fait probablement qu'on n'a pas un phénotype super spectaculaire, mais on observe bien, ce qui n'était pas vraiment attendu, que lorsqu'on assouplit la basale, on fait plus de kystes. Ce qui reproduit d'une certaine manière nos résultats in vitro. Dernière chose, qui ne vous a pas échappé, que la deuxième chose qui fait qu'un tubule se distend, à part la souplesse de la basale, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression intratubulaire. Donc on a posé la question triviale, qu'est-ce qui se passe quand on augmente la pression intratubulaire? Ce n'est pas complètement hors sol en termes de physiopathologie. On a tous à un moment ou à un autre des cylindres d'hyalin dans les urines. On a tous des cristaux dans les urines. Donc les cylindres d'hyalin, ils sont moulés sur le tubule. Donc à un moment, on doit obstruer nos tubules tous les jours, un petit peu. Et puis ça passe. Alors nous, chez la souris, on n'a pas fait ça. On était très radical. On était très radicaux. On a été très radical. On a ligaturé un osphère. Ça, c'est les femelles. Donc, à 8 semaines, elles n'ont pas grand-chose en termes de dilatation du canal collecteur. Mais dès que vous les dilatez, vous les obstruez pendant un jour, vous voyez, c'est hyper spectaculaire. Le tubule du canal collecteur se distend. Alors, on a quantifié tout ça, c'est très significatif. Et c'est une augmentation de la distance internucléaire. C'est vraiment, on met de la pression, il se distend plus. Et c'est prévenu par l'ablation du cycle primaire. Pour aller très vite, qu'est-ce qui se passe quand on se distend comme ça à un jour? Eh bien, vous ne voyez pas là, si on devine. Ça, c'est un rein contrôle. Ça, c'est un rein PKD non obstrué. Et ça, c'est le même rein obstrué pendant 14 jours. Donc, on déclenche une polykystose qui évolue très vite. Le rein presque multiplié par 2 très précocement. Et puis, la surprise qu'on a eue, c'est que Martine Burtin, dans l'équipe, a fait une réversion de l'obstruction
à 4 jours. On a regardé ce qui se passait à 14 jours. Alors, on a bien inversé l'obstruction, mais vous ne voyez pas, mais on a bien la papille qui se expand. Par contre, vous voyez là que la taille du rein, bah, elle ne se bouge pas. Comme si on avait, par une obstruction transitoire, précipité un processus histogénique qui ne s'arrête pas. C'est artificiel, c'est de l'obstruction. Quand on fait de l'obstruction, il y a de l'inflammation, il y a plein de choses. Et c'est là qu'intervient encore Sylvie, où ils ont mis au point un système de tubule sur pulse, où vous pourrez discuter avec elle, mais en gros, avec un procédé relativement simple, on peut générer un système, il n'y a que du flux, où il y a du flux et de la pression. En fait, il y a un segment résistif qui fait que quand on met une colonne d'eau en amont du segment, le segment résistif est avant la matrice, et ben vous perdez, le débit est le même, mais vous perdez de la pression. Et la surprise qu'on a eue, c'est que, pour regarder le graphe simplement, quand on a un système où il n'y a pas de statique, pas de flux, pas de pression, on a bien une dilatation excessive par les cellules PKD1. Si on met du flux seul, avec une pression négligeable, ça réverse le phénotype. Et si on met de la pression, alors les tubules sont plus gros quand on met de la pression, ils grossissent plus, ça grossit surtout à G1. Mais par contre, on va se faire un phénotype de dilatation excessive dans par les cellules inactivées pour PKD1. Donc ça montre que les conditions hydrodynamiques influent la capacité à faire des kystes. Et si on y réfléchit 2 secondes, la perte du flux ou l'augmentation de la pression sont des choses qui arrivent quand on obstrue un tubule. Et donc, on pense que PKD1 et le cible primaire servent probablement à répondre à l'obstruction, à réagir à une obstruction tubulaire. Et quand on n'a pas PKD1, cette absence, ça se traduit par un truc pas du tout adapté et les cellules se mettent à se dilater. Donc, le modèle qu'on propose, c'est que la perte du complexe polycystinol dans le cible entraîne une activation d'une signalisation ciliaire qui requiert BIS2, maintenant on le sait, qui va être à l'origine d'un amincissement de la basale. Et comme il y a une pression hydrostatique, ça va faire une hernie, à la manière d'une hernie de voiture, de vélo. Quand on augmente la pression, il se passe quelque chose. On augmente la distension des cellules. Et ça précipite la formation des kystes, au moins dans les modèles murins des patients. On appelle ça le modèle de la hernie de Pugh. Je remercie tout le monde. Le laboratoire, c'était l'équipe de Fabiola Terzi. Il y a toutes les plateformes dont je n'ai pas parlé, d'imagerie génomique et d'animalerie. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous avez des liens sur les préprints de 2 articles. Ouais. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des questions. Dominique? C'était fascinant, merci Franck. Donc en fait, le tolvaptan, il ne marche pas en sur le Pacifique, mais en lavant le tubule, en gênant l'obstruction des cylindres au quotidien. C'était un peu une plaisanterie, mais juste les cylindres, finalement, il y a des déterminants génétiques probablement de la façon dont les cylindres se constituent. On connaît l'uromoduline, donc je me demandais si parmi les variants de l'uromoduline, qui ne sont pas des variants, on va dire, autosomiques dominants, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des déterminants de la capacité du cylindre plus ou moins obstructive qui pourrait moduler la pathologie? Je ne sais pas. La seule chose que j'ai regardée, c'est une idée, hein, la seule chose que j'essaie de regarder, on a une cohorte aussi dans les explorations d'une cohorte d'environ 1000 patients. Et depuis quelques années, on fait des ECVU avec un système d'analyse automatique qui rend des cylindres. J'ai essayé de corréler ça à la vitesse de progression de la maladie. C'est pas très. Et comme ça va être un phénomène qui va et qui vient, honnêtement, c'est une purement hypothétique pour l'instant. On n'a pas fait de modèle d'obstruction par des cylindres chez la souris ou par des cristaux. Alors pour le tolvaptan, l'AMP cyclique, c'est sûr. Il y a un autre truc qui est intéressant sur le tolvaptan, c'est que ça bloque l'aquaporine 2. Et en fait, la réponse au stretch d'étirement cellulaire et la réponse au stress osmotique, enfin post-osmotique, à la distension osmotique des cellules par un flux d'eau, ça se ressemble beaucoup. Donc, ce que je ne sais pas, une idée, c'est un peu provocateur et je ne pense pas qu'on le fera, mais j'aimerais bien savoir si le tolvaptan il marche parce qu'il bloque la voie de l'AMP cyclique ou parce qu'il bloque la perméabilité hydrique des cellules, qu'elle gonfle plus. On sait dans les vieux modèles, hein, quand on perfuse un canal collecteur et qu'on met de l'ADH dessus, les cellules gonflent, vraiment. Hein. Donc, l'idée du stress osmotique, enfin, du swelling, osmotic swelling, c'est une idée qui nous intéresse. Ouais. C'était passionnant. 2 questions peut-être simples. La matrice extracellulaire au regard du canal collecteur, elle est complètement différente de celle qui est au regard du tube proximal, ce qui crée qu'elle soit rigide et moins gros. Et là, ce qui va aussi un peu avec, c'est finalement quand vous avez observé
Une fois qu'on enlève ou qu'on modifie la matrice, est-ce que vous revoyez de la prolifération apparaître au niveau du canal collecteur ou non? Définitivement, le collecteur ne veut pas proliférer. C'est comme ça. Il se distance. Alors, non, alors, sur les propriétés de la matrice, ce qu'on sait, c'est que la basale est plus fine dans le canal collecteur. Et les gens qui l'ont mesurée à l'époque en tubule isolé perfusé disent qu'elle était probablement plus souple. C'est des mesures qui ont été faites chez le lapin. Et avec un modèle mathématique qui présage de beaucoup de choses. Il y a clairement, il y a plus d'épargne sulfate aussi. Et ça, on l'a regardé. Il y a une augmentation, il y a plus de collagène 18, il y a plus d'épargne sulfate. Donc, on aurait tendance à prédire que la matrice la basale est plus souple dans le canal collecteur. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle ne prolifère pas initialement et qu'elle se distende? Peut-être, mais on ne l'a pas testé. Et elles vont proliférer. Il suffit d'attendre quelques jours, il y a de la prolifération qui va apparaître. Ça, c'est sûr. Ce qui déclenche la prolifération, pourquoi dans un cas, ça commence par de la prolifération dans le proximal et dans le canal collecteur? Peut-être que c'est le substrat, mais ça, il faut qu'on le teste de façon... On pourrait le tester in vitro, on va essayer de regarder ça.